Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, séries, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Il est animateur, il est acteur, il est aussi humoriste. Il représente très fièrement le 6-9. C'est Yanis Kebab. Comment tu vas, Yanis ? Enchanté, ça va frérot, tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? La pêche ? Comment ça va ? Comme on dit, alhamdoulilah, ça va très bien. Franchement, ça se passe bien. Il fait beau. Il fait beau maintenant. Là, on est bien en mode chill. Là, je suis dans une bonne période où je suis en mode chill, ça va. Il fait très beau pour on précise, complètement un mi-novembre. Ouais, c'est même limite un peu chelou. On a envie de dire c'est chelou pour un mi-novembre. Mais bon, on kiffe quand même. Exactement. Yanis, on va revenir un peu sur ton parcours, sur tes kiffs. On parle beaucoup de cinéma, de séries, de télé. On commence toujours par la musique. En plus, là, aujourd'hui, on est chez Génération. Chez Génération, ouais. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petit ? Waouh, quand on écoutait chez moi quand j'étais petit, on écoutait beaucoup de Luther Vandross, beaucoup de Kool and the Gang, Chalamar, The Whispers, Delegation, Dynasty, et j'en passe, G-Train. C'est mon papa qui était un grand fan de funk, qui l'est toujours. Ouais. Et il y a beaucoup de ça. Et ma maman écoutait des musiques Shawi, des musiques jublaises. Voilà. Ok. Et ils t'ont transmis ce truc-là ? Toi, t'as kiffé ça aussi ? Ouais, moi je suis un gros fan de. Mon amour pour la culture un peu afro-américaine. Pour la musique aussi, c'est venu par mon père, tu vois. Ouais. Depuis tout petit, frère, j'ai grandi avec ça, ouais. Avec vraiment, moi, j'ai des très bonnes bases en funk, tu vois. Okay. J'écoute pas moi, quand tu me parles de funk, je vais pas te dire musique de Scarface numéro 8 sur YouTube, tu vois. Je parlais des groupes et je me suis passionné un peu de ça et j'ai même vu des concerts, je suis à la suite. Et j'ai beaucoup kiffé ça par mon papa. Ouais. Lyon et la funk, c'est pas une. Ouais, c'est frère, c'est dans le sang, c'est dans l'ADN. C'est ça. Ouais, c'est bizarre. C'est pas une légende, ma gueule. Je crois. Je sais pas, dans la sauce gruyère, ils ont mis je sais pas quoi, mais la vie de ma mère, c'est là, tu dis Lyon, c'est ça. Pélo de Lyon, ça rime avec funk. Mec de Lyon, ça rime avec funk. Laisse tomber. Tu rentres dans Lyon, t'as une boule disco qui sort, la tête arrive à Lyon, c'est comme ça, tu vois. Donc, t'as toujours on te glisse un petit CD de. Ouais, un petit CD. Tu connais pas Tony Montana, la musique, Push It To, de Libre, tu connais? Tu peux pas, ouais. T'es Lyon, t'es obligé. J'avoue. C'est quoi la première claque musicale que tu t'es prise à l'adolescence ? À l'adolescence, première claque musicale. Quand t'es en âge de comprendre la musique, tu vois. Tupac. Tupac. En fait, tout le label Death Row, tu vois. Ouais. Death Row à l'époque, Tupac, Dog Pound avec Daz et Corrupt, Nat, Warren G, The Lady of Rage, tout ça, tu vois. Tous ces secteurs. Tout le gangster rap, je commençais à vraiment écouter, tu vois. Nate Dogg, t'as les premiers sons de Nate Dogg que j'écoutais, c'était incroyable. Je dis merde, on est où là, tu vois. Un mec qui chantait dans une musique de gangster rap, ça faisait tout ça là. C'était ça, ce côté-là. Et aussi le hip-hop new-yorkais, c'est là les premières fois adolescent, je commençais à écouter DMX, le Wu-Tang, le Bad Boy, tu vois, avec Puff Daddy, tout ça. Le collectif, tu vois. Je commençais à m'intéresser vraiment au hip-hop américain et au rap français. Rap français, je suis mes bases, tu vois, mais moi, rap français, c'était un tantinet plus tôt avec le Prince de la Ville. Ouais. L'album Prince de la Ville 113, voilà. T'avais une prédilection, c'était plus rap français ou rap US que t'écoutais peut-être ? Les deux, franchement, ça se voit les deux. Après, les deux. Okay. Mais après l'adolescence, j'écoutais les deux, mais j'ai commencé à plus rentrer dans l'histoire du hip-hop un peu vers l'adolescence. Okay. Et après, c'est ce que j'ai fait aussi, pareil pour le rap français. Je commençais à réécouter un peu mes classiques. C'était Paris sous les bombes, NTM, l'AFF, IAM, l'école du micro d'argent, tu vois. Troisième œil, tout ça. Tu commences un peu à regarder c'est quoi les vraies bases, en fait. Tu vois, du hip-hop, tu t'es intéressé à l'histoire, tu t'es pas contenté Non, je suis pas qu'un consommateur auditif, tu vois. Non, mais c'est bien, t'as raison. J'essaie aussi de se comprendre pourquoi cette musique elle est née, comment elle est née, de par qui, l'histoire des samples aussi, tu comprends que tout. En fait, la musique c'est une histoire de samples. De fou. Qu'il y a des sons qui ont 60, il y a des sons là, ils ont 50, 70 ans, tu vois. Grave. Des samples de malade et tu découvres qu'après tu dis putain mais en vrai c'est ce son là et papa m'a fait écouter cette musique là mais en vrai c'est ça. Et t'as pas la rêve, toi t'as la rêve du son de maintenant, tu crois que c'est maintenant mais en fait, quand t'écoutes Men in Black tu dis mais non c'est la musique de Men in Black, mais non c'est Patrice Rushen, mais la vie de ma mère c'est Men in Black, non c'est Patrice Rushen, Forget Me Not, mais merde en vrai tu comprends ça. Mais c'est bien parce que tout le monde fait pas ce travail de recherche en vrai. Non, la jeune génération des fois on a vu l'exemple de Koba qui disait c'est qui Aya, tu vois ce que je veux dire, même les gens qui sont dans le milieu tu vois et des fois ils font pas forcément. Maintenant ils font de la musique pour faire de l'argent.
Ouais, il y a aussi beaucoup ce ça. côté-là qui est un peu dommage. Il n'y a plus le côté dénonciation, le côté je suis énervé, je mets le tape le poing sur la table. Maintenant, c'est on fait de la moula, on fait des showcases en te bois, c'est entraînant, t'as kiffé, ça fait des streams, et ciao. Ça suffit. Voilà, c'est pour ça que. Ouais. Ça suffit pour eux maintenant, ouais, c'est vrai. Ça existe toujours, mais c'est pas ce qui est mis en avant. Pas ce qui est mis en avant, c'est vrai. Est-ce que ça. Bon, tu travailles aussi à la radio, tu es animateur, donc ça va avec, mais est-ce que ça t'arrive de bosser en musique en dehors de l'animation? Tu sais, par exemple, quand tu écris ou ce genre de choses, est-ce que tu as de la musique en permanence? Moi, tout le temps. Pour moi, ce qui est très important dans ma carrière stand-upper, et je mets un point d'honneur sur ça, c'est mon intro sur scène. Ouais. À la pie de ma mère, si tu mets un bon son, je vais te retourner ta salle, je vais te la flinguer. Okay. Ah, c'est sûr. Tout est déterminé par ça. Mais oui, mais tu me montes, tu mets Tupac. Un truc tout con, tu me fais rentrer sur Your Lies on Me. Et moi, j'aime bien, en fait, c'est que t'arrives, le public. Moi, c'est un truc un peu comme ça que j'aime bien, c'est tu rentres, le public, il te connaît pas. C'est peut-être pas féru de stand-up. Ouais. Tu vois, t'arrives, tu rentres sur le Tupac, tu balances du stand-up, t'as plié ta salle, tu dis, regarde, t'es moi. À la base, t'es pas venu pour ça, regarde, je suis venu. T'es moi, regarde, t'es moi. Et maintenant, on va écouter l'album All Eyes on Me. Maintenant, on va t'écouter. C'est la petite référence que tu glisses comme ça. J'aime bien quand t'es sur des bons sons, tu vois, que ça te met la bonne patate. Et même quand j'écris, enfin, je suis pas un mec qui écrit, je vais pas te dire ça, mais c'est pareil, mais la musique, toute la journée, j'en écoute. Par la radio, enfin, je suis tout le temps en vélo, donc en vélo, j'écoute la zik. À l'entraînement, je mets de la zik, tu vois, c'est obligatoire. C'est tout le temps. Tout le temps. C'est tout le temps. Je vais te poser une vraie question difficile. Si tu devais garder 3 à 5 albums là, jusqu'à la fin de ta vie. 3 à 5 albums jusqu'à la fin de ma vie. 3 à 5 albums, putain de sa mère. Allez, Tupac All Eyes on Me, déjà. Ok. Tupac All Eyes on Me. Chronique de Mars. Ok. Voilà, le 1. 113 Princes de la Ville. Allez. Ouais, bien sûr. Des classiques. Dr. Dre, Chronique 2001. Classique. Et Jamiroquai. Ah, ouais. Jamiroquai. Il est sorti nulle part, Jamiroquai, je l'ai pas vu arriver. L'album, je sais plus comment il s'appelle l'album, mais l'album où il y a Space Cowboy dedans. Ok. Je sais pas du tout. Voilà, c'est Jamiroquai. Ok. Ah non, j'ai oublié. Ah. La vie de ma mère, j'ai oublié. Il est arrivé, lui. J'ai oublié. Bon, je vais enlever Dr. Dre. Ok. Je vais enlever Dr. Dre et je vais mettre les Daft Punk. Ah ouais. Oui, ok. Je vais amener. J'ai enlevé Daft Punk. Je vais enlever, je vais mettre les Daft Punk, je suis obligé. T'es obligé de mettre les Daft. Ouais, comme ça te fait une autre ambiance musicale. Ah là, il faut. Daft Punk, ouais, ça a été une influence de fou. On dirait pas, moi je suis très gros fan de la French Touch. Moi. La scène French Touch, je suis très très fan. Moi. Très fan. Okay. C'était toute cette période-là avec Stardust, Daft Punk. Tu vois, même Justice, maintenant j'écoute beaucoup Justice. Je suis un gros fan de Justice. Ok. Je suis un peu ouvert à tout, tu vois. Ouais, ce que j'ai demandé, t'écoutes d'autres genres musicaux. De tout. J'ai même écouté de la K-pop, frère, dans ma vie. Ça te va. La vie de ma mère, j'étais au lycée, j'écoutais de la K-pop. Maman, t'écoutes des K-pop, des Coréens qui rappent et tu comprends pas, mais tu kiffes. C'est que c'est bon. T'es ouvert à tout. T'es ouvert à tout, ma gueule. T'es ouvert à tout. Est-ce qu'il y a des artistes musicaux qui ont pu t'inspirer de par qui ils étaient, leur combat, ou juste par qui ils étaient en tant qu'artistes, tu vois? Oui. Les artistes, par exemple. Kerry James avec Idéalgie, ça m'a beaucoup inspiré à l'époque, surtout cette période-là, début Mafia Quinfri, tout ça, à l'époque il y avait encore DJ Mehdi, tu vois, quand ils font Élysée Montmartre, ou retourne ça, le son hardcore, tu vois, combat continu, etc. Ça m'a beaucoup inspiré, ce qui dégageait. En Quinry, je vais te dire, Method Man du Wu-Tang, tu vois. Okay. La période de transition où, entre guillemets, il est plus trop avec le Wu-Tang, mais il commence à se former avec Redman. Et ils sortent leur album où il y a You, etc. Blackout, voilà. Là aussi, ça m'a bien. Le côté entertainment, tu vois. Le côté. Ok, self-made. Je me fais tout seul. Et moi, ce que je fais. JMX aussi, tu vois. Tout ce... Pour le coup, plus new-yorkais que côté Westside, tu vois. Là, ce côté entertainment lié l'art et le business, tu vois. Ça m'a. Ouais, ça t'a parlé. Ouais, ça m'a parlé parce que cette période-là aussi, début 2000, tu vois, il y avait. Moi, j'ai connu le stand-up aussi un peu plus tard, mais la base, les bases du stand-up, c'est Def Comedy Jam, tu vois, avec Martin Lawrence et tout. Et ça a été racheté après par Bad Boy, tu vois, donc Puff Daddy qui a repris. Et c'est là où tu as vu aussi des gros artistes sortir. Et là, ce côté-là, un peu, tu vois, mélanger le rap, le hip-hop, tout ça, l'entertainment et savoir faire une bonne sauce, ça m'a motivé, tu vois. On l'a vu en plus, c'est des artistes qui ont fait des films et mais tout. Tous, mes frères, toutes ces générations Def Comedy Jam, c'est toutes les rostades maintenant que tu vois. Toutes les rostades maintenant. Carrément, c'est vrai. On va revenir au petit Yanis. Quand tu étais petit, est-ce qu'il y avait un métier que tu rêvais de faire?
Ouais, quand j'étais petit, si je me trompe pas, si j'ai mes souvenirs sont bons, je vais devenir ingénieur comme mon oncle. Ok. Parce que je voyais mon oncle, c'était un peu la fierté du truc. Et je dis, je vais faire ingénieur comme tonton Nabil. Ok. Et avant, non, j'aurais bien voulu être. Avant, j'aurais policier, tu vois. Ouais, policier. Ouais, des trucs de petits garçons. Après, je mangeais un contrôle au faciès, je nique sa mère à la police. Non, je rigole. Non, il n'y a pas de problème. Non, j'ai dit non, c'est tombé en vrai. Non, policier, non, je rigole. Mais le policier, ouais, ça m'aurait plu. Hein. Ouais, tous les trucs de policier, pompier, c'est des trucs de petits garçons, généralement. Tu vas dans les films, quoi. Exactement. Tu vas dans les films, tu vois. Exactement. C'est quoi ton souvenir de ta scolarité en général? T'as été jusqu'où? C'est quoi? Putain de fou rire. J'ai eu mon bac. Moi, je fais un parcours scolaire atypique. Enfin, j'étais dans un collège privé, moi, quand j'étais gamin. Okay. Au début, ma mère m'a mis dans un collège privé parce qu'elle s'est dit il a un peu des facilités, on va voir s'il y a moyen de tirer quelque chose. Et 6e, 5e dans un collège privé, donc j'ai quitté un peu les potes du quartier, etc. Okay. Et je suis revenu en 4e. Et je suis revenu, et je dessinais des mangas, je parlais bien anglais, etc. Et le mec, quand on se retrouve au centre social les vacances, il me disait, mais t'es frère, qu'est-ce que t'as collé? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, là, on a loupé un truc. T'es là, tu mets des baguilles, tu mets des Air Force et tout. Et, c'est moi, mais pas. Et quand je suis revenu, c'était la rigolade, moi. Bon, franchement, moi, je me souviendrai toute ma vie, frérot. Le lycée Marcel Samba à Vénissieux, c'est les meilleures années de ma vie, frère. Okay. La tête de moi, c'est les meilleures. Jusqu'à mon bac, c'est les meilleures années de ma vie. J'allais au lycée, je savais que j'allais rigoler, frère. Okay. Je savais que j'allais pisser de rire, tu vois. Ouais. Je savais que j'allais rigoler. Quand t'as ce genre d'ambiance avec tes potes. Ah, mais j'avais une équipe, frère. Ouais. J'étais, oh là là, mais toute cette période-là, oh là là. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Okay. Ah ouais, franchement, là, j'ai rigolé. J'ai grave déliré, grave de ouf. Donc, bête de souvenirs. Bête de souvenirs. Ma scolarité, c'était vraiment de la rigolade. Ça t'a formé pour ce que tu fais après? Ouais, il y a beaucoup d'anecdotes que je raconte, c'est là-bas. Frère, les trucs de zinzin, quand t'as un pote à toi, il te dit, en pleine journée, tu dis, oh, t'es mort, regarde, tu vois, c'est la lune. Il te dit, non, ce que tu me racontes, c'est la Terre. Tu vois, vu de ma mère. Hein. Ouais, c'est bon. Et en 11 secondes. Ça, tu peux pas l'inventer. En 11 secondes, à la récréation. Tu me chèmes, tu dis, ouais, t'es sérieux là, mais on est où là? Là, on est où? Vas-y, je connais rien, vas-y, Barto. Et tu dis, mais il est en seconde générale, lui. On a TP de physique après, en plus. Tu veux dire ça au prof? Ah ouais, je comprends l'inspi. Ah ouais, c'est. Je comprends que t'as envie de retourner là-dedans. Mais ma mère, j'ai envie, moi. Mais je repasse tous les jours souvent devant le lycée Marcel Samba. Ouais. Je le regarde et ça m'arrivait de m'arrêter, de me dire, putain, qu'est-ce que j'ai. Les manifs, l'OACPE, c'était ma période là-bas. Là, mais qu'est-ce que j'ai pleuré de rire. Mais voilà, oh là là. Ah là là, les belles années du lycée Marcel Samba. Pour ceux qui sont de ma génération. Voilà, on a bien gaulerie. Un gros big up à eux. C'est quoi les premiers tafs que tu as fait? Taf. Alors, premier taf, moi, je bossais chez RDF. Okay. Enedis, technicien HTA-BT. Je m'occupais du réseau EDF. Okay. Donc, les câbles aériens, souterrains, transfo, etc. C'était un taf que tu as fait comme ça ou Non, longtemps. Je l'ai fait longtemps. Okay. Parce que j'ai fait une alternance. Je suis rentré dans l'alternance. J'ai mon diplôme, après ils m'ont embauché. Et jusqu'à que je me mette dans le stand-up à fond. Après, j'ai fait que ça. Et les week-ends, j'étais videur en boîte de nuit. C'est ça qu'on voulait savoir. Voilà, j'étais videur en boîte les week-ends. Ouais. Un peu. J'ai fait ça un peu parce que j'aimais bien la belle sape. Ouais. Tu vois, j'aimais bien m'habiller. Et voilà, j'étais démerdeur. Et puis, tu commençais, tu veux t'acheter une belle voiture. Tu veux aussi ça. Et on a la maison. Et on est plusieurs frères et sœurs, il y a papa, maman. Bon, mes parents n'ont jamais gratté de l'oseille, tu vois, mais c'est comme ça, tu participes un peu à la maison, etc. Donc, pour avoir un peu plus de thunes, je faisais ça, tu vois. Ok, très bien. Ouais, c'était pour élever ton niveau de vie. Voilà, on va dire ça. Mais en fin de compte, la vérité, ce sera refaire, je l'aurais pas refait, parce que c'est pas un métier. La vérité, c'était pas ouf. Je l'ai fait, parce que je voulais gratter un peu de thunes, c'était une petite période de ma vie, mais la vérité, ce sera à refaire, je le fais pas. Après, ça va avec l'âge, avec. J'étais jeune, je faisais pas de stand-up, j'étais dans le sport, j'étais à fond dans le sport et tout, donc voilà. Et justement, tu me parles du stand-up. Comment tu te lances dans le stand-up? Je crois que c'est un pote à toi qui t'encourage à te lancer dedans. Sapin. C'est mon meilleur pote, Sapin. C'est mon frérot. C'est mon vrai frérot. C'est comme ça. C'est des fois. On revient d'un week-end de Paris. Je suis parti voir un mec de mon quartier boxer, Abdallah Mabel. J'étais avec mon pote Yass, Djemai, Sapin et moi. Il était tard, il était avec nous aussi. Et on passe un week-end, nous rien qu'on se pisse de rire et tout. Et sur le retour, je rentre, je dors, et je me souviendrai toute ma vie. Je mets pour me réveiller, pour me réveiller le lendemain pour le boulot. Ça m'envoie un message. Il y avait candidature pour jouer au Jamel Comedy Club. Je me dis, vas-y, casse-toi, laisse-moi tranquille, tu me prends la tête là. Okay. Et après, je vais au Marrakech du Rire dans la même année. J'ai eu la première fois de ma vie au Marrakech du Rire. J'accompagne avec mon pote Yass et tout.
Et j'étais avec mes potes, on était au bord de la piscine au Sofitel, en gaulerie et tout. Il y avait des gars du Jamel Comedy Club qui me voient, qui me disent t'es stand-upper, tu devrais essaye. Et un gars, Younes Depardieu, que je salue, qui me dit va voir Bouchra Beno, à l'époque c'était l'humoriste de Lyon. C'était le Graine de Star, le café. Oui, voilà. okay, ouais. Et là-bas, va là-bas, essaye. Je dis à mon pote Sapin, je m'inscris, j'y vais pas. Sapin, il me dit vas-y, je suis d'astreinte. Je dis si vous j'étais d'astreinte. Je me dis casse-toi frère, j'ai pas que ça à faire, j'ai rien écrit en plus. C'était un concours. Et il me dit vas-y, sinon je te parle pas, hâte de faire le gamin, viens, on y va et tout. Je l'ai fait et puis il a fait boule de neige derrière. Voilà. Okay. Je suis allé là-bas, et ça a fait boule de neige et je suis tombé accro. Et t'as kiffé direct ou pas? Première scène. Direct. T'avais préparé un truc, t'avais écrit un truc? Non, j'ai raconté mes vacances. J'étais avec Sapin. Attends, Sapin était lui et moi devant. Je me souviendrai, j'ai écrit un petit truc sur un papier, en gros, je parlais de mes vacances. Okay. Et Sapin était à côté, il me dit bah raconte ça. Tu vois, et en fait, à chaque fois, on jouait avec Sapin, je rigolais, donc j'ai dit c'est bon, ça va. Okay. Sapin est très dur à faire rire aussi, tu vois. Très dur. Okay. Sapin est très dur. Donc si Sapin il sourit ou rigolerie, c'est que c'est bon en fait. D'accord, okay. C'était un peu ton thermomètre. Au début, c'était ça. Après, maintenant, après, mon père, j'ai testé sur mon père. Ma femme, maintenant, tu vois. Ça fait de plus en plus dur. Voilà, mais ma femme, maintenant aussi. Ma femme, pareil, elle se fait pareil, elle te dit, ah, Nani, tu fais pas rire, tu vois. Mais quand je vois elle sourit à peine, je dis, si elle fait ça, c'est que c'est bon. C'est bon, ça passe. Voilà. Et donc, ouais, dès la première scène, t'as kiffé, tu t'es dit, c'est bon, je continue là-dedans. Ouais, au début, c'était un peu chaud. C'était chaud au début parce que allier le travail et le stand-up, voilà, jouer les week-ends. Mais bon, après, j'ai réussi à trouver. Après, je pouvais pas me dégager beaucoup de temps pour aller à Paris jouer. Donc, des fois, je faisais des jours, j'allais à Paris, Mais après, oui, bon, quand j'ai dû faire un choix, je suis resté en stand-up. Dès que tu as commencé, tu as eu une perspective. Tu t'es dit, il y a moyen peut-être à un moment donné de faire un truc ou tu faisais juste pour le kiff? Oui et non. Ok. J'avais une stabilité avec mon boulot. Tu vois, je travaillais, j'étais en CDI et tout. Ouais. Je kiffais avant tout. Avant tout, ça, c'était du kiff pour moi. Donc, ça me faisait kiffer de faire gaulerie les gens. J'aimais ça. Et puis, je commençais un petit peu à me prendre au sérieux sans me projeter. Parce que pour moi, je voulais pas quitter ma stabilité pour ça. Quand je voyais comment certains galéraient, etc., je me disais, attends, non, c'est pas ça la vie, tu vois. Ouais. Mais après, ouais, quand j'ai vu que ça commençait à jouer un peu plus, je commençais à jouer un peu plus, être un peu plus sollicité. Et je commençais à prendre conscience que j'avais les capacités de faire quelque chose. Okay. Là, je me suis dit, allez, maintenant, lance-toi à fond. Et sur Lyon? Jamais tu t'es dit, je monte sur Paname et je m'installe sur Paname? J'ai failli, mais non. Paris, en fait, au début, j'y allais. Mais maintenant, le stand-up, ça s'est ouvert partout. Il n'y a pas que Paris. C'est bien d'y jouer, mais il n'y a pas que Paris. Il y a une grosse scène stand-up à Lyon, à Nantes, à Marseille, à Toulouse. Il y a du stand-up de partout en France. Et avec l'ère des réseaux maintenant, tu postes 2-3 passages de toi, ça te fait connect, bim bam boum, tu tournes un peu de partout, tu remplis tes spectacles. Donc, c'est comme ça. Donc après, bon, oui, il faut aller à Paris, c'est bien. Voilà, mais il y a du niveau de partout, il y a moyen de faire du bon stand-up de partout maintenant. Il y a des endroits, il y a des comédie clubs à toutes les rues, tu vois. Donc, comme tu dis, avec les réseaux, maintenant, en fait, les gens, ils savent même pas d'où tu viens. Bah oui, maintenant, ils savent même pas d'où tu viens, tu fais des blagues qui font gaulerie, ils voient un jour en story, t'es dans telle ville, il est là-bas. Ouais. Tu vas peut-être pas faire 600 places d'un coup, mais tu remplis ton petit théâtre de 80-100, voilà, t'as fait une tournée. Tu vois quand même. Ok, ça marche. On va faire une petite pause, Yanis, donc on va se faire un petit jeu. Allez. Le jeu qui s'appelle le Quizard que je fais avec tous mes invités. Tu vas avoir 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Questions très simples du style cite-moi un acteur français. Voilà. Il n'y a pas de piège, c'est juste un jeu de rapidité. Okay. Si tu sais pas, tu me dis je passe. Parce que le but c'est de marquer le plus de points possible. Allez, vas-y. T'es chaud pas? T'aimes bien les jeux, toi? Tu joues souvent ou pas? Non, en vérité, je suis pas trop. Mais on va voir peut-être. Non, mais c'est bon, ça va le faire. Attends. Mon chrono il est là. Ok, je te mets ça. Est-ce que t'es prêt? Ouais, allez, go. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Jason Statham? Transporteur. Ah merde, j'ai oublié. Big Kirby, là, le truc des abeilles. Et. Fast and Furious. Allez. Une série Netflix. La Cage. Un humoriste français. Jason Brokers. Un film Marvel. X-Men. Un rappeur américain. Tupac. Un film avec Franck Gastambide. Un film avec Carjacker. Un film sans Franck Gastambide. La haine. Un manga. Bleach. Un créateur de contenu sur YouTube. Anime 023. Un footballeur qui vient de Lyon. Karim Benzema. Un rappeur marseillais. SCH. Un jeu vidéo. GTA. Le nom d'une radio. Génération. Un Disney. La Reine des Neiges. Okay. On a fait les dents en ce moment. Un film de Spielberg. Star Wars. Une humoriste française. Nawel Madani. Et une émission de cuisine à la télé. Top Chef. Une série avec des amis dans un appart à New York.
Ah, Friends. Yes, tu l'as. Pas mal, hein. Toi, scoré. Attends, un film de Spielberg, Star Wars, c'est pas Star Wars. Je t'ai mis OK, mais c'est pas OK. Alors, attends, on va compter vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bonnes réponses. Pas mal du tout. Hein. Oh, bien, ça va, on est bien. Le record, c'est 21. C'est qui l'a fait? C'est qui? Je crois qu'il y avait Kevin De Bonne qui l'avait fait. Je crois qu'il y avait Camille Landru. Kevin De Bonne. Ouais. En plus, je dois peut-être faire un film avec lui en 2026. Tu vois, je vais le voir dans pas longtemps. Tu vois, il a fait Frat Pack aussi. Très bon gars. Gros big up à Kevin. Gros big up à lui. C'est un bon gars. On va parler justement un petit peu de cinéma rapidement. Là, je te libère à quelle heure? Je te libère à 30? Je regarde l'heure qui passe. Oh, tu peux encore. Non, tu peux encore jusqu'à 40. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment se fait un peu ton arrivée au cinéma? Tu as joué dans L'Innocent avec Louis Garrel. Voilà, ouais. C'est la première expérience? Première expérience, c'est ça. Je reçois un message sur Facebook, une invitation pour un casting de Laura Caselli, c'est une casteuse de Lyon, et qui me dit écoute, je tourne un film, je caste pour un film de Louis Garrel, et je connaissais pas Louis Garrel, la vérité, je n'ai pas de culture cinéma, je vois pas de ouf quoi en tout cas. Et ma femme elle me dit vas-y. Au début j'étais pas trop chaud, pour moi c'était que stand-up, tu vois. Et elle me dit vas-y, qu'est-ce que t'as quoi à perdre? J'y vais, je fais un essai, 2 essais, il me prend. Je fais le film avec eux, première fois je fais du tournage, je tourne une semaine. Le film a été sélectionné au Festival de Cannes, il a fait des essais. Et la scène où je suis dedans, elle a été élue scène du film, etc. Tout le monde a kiffé. Et c'est de là où ça m'a fait connaître. Et par la suite de ça, je suis approché par David Bertrand et David Crispin qui sont de Mandarin Productions pour une série sur la MMA. Donc je fais La Cage après. Franck Gastambide, on fait la saison 1. Pareil, j'ai un rôle super cool dedans. Ça me fait popper. Après, j'ai fait d'autres films cinéma. Ouais. J'ai pas des gros rôles comme dans La Cage par exemple, tu vois, j'ai fait un film avec Blanche Gardin, j'avais un petit rôle. J'ai fait un film là avec François Civil, un film de Desplechin, j'ai un tout petit rôle. J'ai fait un film avec Muriel Robin aussi, j'avais un tout petit rôle. Avec une cuisine de midi, j'ai un petit rôle. Mais à chaque fois c'est plusieurs petits rôles, tu vois, mais ça me dérange pas, j'ai pas de souci à... je sais pas là, j'ai pas de problème à me dire que c'est des tout petits rôles. Non, je veux mieux parce que j'ai fait La Cage ou parce que j'ai fait ci, il faut mieux. Non, faut... Moi, c'est Franck Gastambide qui me disait ça, qui me disait une phrase, et il a raison. Mais dis-moi, j'ai pas de problème à faire un second rôle. Il n'y a pas de souci. C'est des rencontres, c'est des expériences, et c'est du taf. Et puis, tu peux pas tout le temps être mis en avant. Il y a des fois où tu vas être un peu moins mis en avant. Il y a des acteurs, des fois, on parle d'eux pendant 2-3 ans, après ils ont 2-3 ans de pause, après ils reviennent 2-3 ans derrière. C'est comme ça, tu vois. Et donc, faut pas avoir de l'ego un peu trop on a mis en avant, tu vois. Non, faut prendre ce qu'il y a à prendre, c'est du taf. Et il faut être content déjà de faire ce taf. Tu vois, et on est des privilégiés, il faut pas l'oublier. Et voilà. Donc c'est cool, moi j'ai pas de problème avec ça. Et donc je commence par L'Innocent. Ouais. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu mets les pieds sur un plateau de cinéma? Comment tu te sens? C'est comment l'ambiance? Je vois, il me dit faut que tu ailles au HMC. La merde, je croyais que c'est me parlait de toilette. HMC, WC, HMC, c'est quoi ça? Habillage, maquillage, coiffure. Je connaissais pas. Tu vois. Normal. Je vois la table régie. Je connaissais pas la table régie. Je demandais, excusez-moi, je peux prendre un café? Excusez-moi. Jusqu'à que le premier assistant il vient me voir, il me dit mais en fait c'est pour vous là, fais ce que tu veux. Mais comment tout là, ouais tout. Et moi je n'osais pas au début. Mais en vrai ça peut être sa merde. Le café, bam boum. Mais c'est et c'est aussi beaucoup de comment dire, d'intensité. Des fois par exemple sur La Cage, c'est que c'est pas, on tourne pas pareil que pour un film d'auteur, tu vois. Il y a c'est moins plat. La Cage, c'est bam, t'envoies, et c'est une série d'action en plus, tu vois, et il y a beaucoup d'émotions, ça part beaucoup en haut, ça redescend vite, tu vois. Il y a beaucoup de variations, et Franck aussi, c'est un perfectionniste, tu vois, je l'ai vu, pas perfectionniste dans le mauvais sens du terme, c'est pas le genre de gars, il va t'acharner pour un truc à la con, mais il a le souci de bien faire, tu vois. Et lui, il sait que sur ses épaules, il a un enjeu de... Bon, c'est Netflix, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Carrément. Et donc, il a ça. Et il a aussi le truc il aime bien faire ses projets, que ce soit tout bien propre, tu vois. Qui a autant d'applaudissements pour ce projet-là, pour ce projet, que les gens kiffent autant. Et ça, je l'ai vu, tu vois. Et c'est notre façon de travailler. Et c'est bien parce que tu peux faire autant des films d'auteur où c'est un peu plus plat, un peu plus profond. Tu fais des sons d'action où ça monte vite dans les tours. C'est un tout et tu côtoies différentes personnes, différentes façons de bosser et c'est bon, c'est bien quoi. Ouais, carrément. Bah ouais, c'est en fonction du projet, des gens, ce qui t'apportent, ce qui vont chacun apporte son expérience. Chacun apporte son expérience et c'est cool. Tu tournes avec des acteurs aussi que t'as. Moi, je tourne avec Louis Garrel, tu vois. Je me suis rendu compte que Louis Garrel, c'est un putain d'acteur. Noémie Merlan, je connaissais pas avant L'Innocence, c'est une bête d'actrice. Elle est profonde, elle est super forte. Et tu te rends compte, en fait, et moi, c'est en côté un peu ces acteurs-là que je me dis, putain, quand même,
quand tu regardes le film maintenant, tu vois le. En fait, j'arrive à. Maintenant, quand je vois un film, j'arrive à comprendre que peut-être là, ils ont fait comme ça, là, ils ont fait comme ça. Et capter que. Tu dis, putain, mais là où même tu revois des films. Je revois des films de Denzel Washington. Je me dis, putain, mais il est aussi profond que ça, en fait. Tu vois, quand je vois l'autre, comment il a fait pour être dans cet état-là, mais lui, putain, comment il a fait. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, là, des petits tips que tu arrives à capter. Et c'est super cool. Tu le revois d'une autre manière. Melvin Boomer, pareil, quand je tombe sur la saison 1 avec lui, Melvin Boomer, qui a fait aussi le film Sage Homme, tu vois. Ah oui, et moi, malheureusement, je ne l'avais pas vu. Et je l'ai vu après la saison qu'on a tournée. Je dis, putain, en vrai, tu vois. Je comprends pourquoi je comprends comment il a réussi à être aussi profond et aussi bon aussi juste dans son jeu, tu vois. Ok. Mais c'est cool, c'est trop bien en vrai de redécouvrir. C'est magnifique, tu redécouvres. C'est ça qui est bien parce que quand tu commences et tu comprends un peu le milieu du cinéma, et je me refais des films que j'avais vus avant et je les comprends différemment. T'as une autre lecture. Une autre lecture, t'as tout dit. Exactement. T'as des classiques un peu films des cinémas, films classiques. Films de chevet. Franchement. Moi, je suis fan des actes. Je suis fan de Keanu Reeves. Ok. Donc Matrix, je vais te dire. Je suis un grand fan des Matrix. Je suis Denzel Washington, bien sûr. S'il n'est pas fan de Denzel, tu vois. Tu vois, quand t'as les Malcolm X, He Got Game, John Q, tu vois. Carrément. Weekend Carter. Même le mec en lui-même, quand tu le entends parler aujourd'hui, tu te dis. Mais peut-être moi, j'aime bien toute cette vibes-là américaine de Samuel L. Jackson, Wesley Snipes, Les Blancs ne savent pas sauter. Peut-être tous ces films-là, cette sphère-là, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les films afro-américains profonds. American Gangster, je veux dire. Tu vois, quand tu vois ça, frère. L'autre, là, comment il s'appelle, Forest Whitaker, qui joue dans la scène. Forest Whitaker, l'acteur. Forest Whitaker, j'ai revu dans une série Godfather of Harlem. Ah oui, ok, j'ai pas vu ça. Waouh. Forest Whitaker, les carrés. On le cite pas assez d'ailleurs, on le cite pas assez souvent. Pas assez, mais c'est waouh. Ces acteurs-là, c'est waouh, frère. Ça fait partie des mecs qui. Shaft, par exemple, moi j'avais vu j'avais vu le nouveau sur Netflix. Mais j'ai pas regardé les premiers Shaft avec Samuel Jackson plus jeune, mais c'est de la dinguerie, frère. C'est de la dinguerie. J'ai oublié qu'il avait refait ça. Il a pas un fils ou un truc comme ça là dans le. C'était voilà. Récemment là. Mais c'est de la dinguerie. En fait, toute cette vibe là américaine en film qui arrive, j'aime beaucoup moi. Et les comédies américaines, tu vois. Je suis toutes les comédies de Martin Lawrence, tu vois, les films comme ça, là, mais c'était de la frappe atomique. Les frères Wayans, ce qu'ils ont fait aussi, mais le Scary Movie, mais tout ça, là, mais ça, tout ça, ça, c'est. D'ailleurs, ils reviennent là, t'as vu ou pas? Ils vont faire un nouveau Scary Movie. Ouais, ils sont chauds, ils sont très très chauds. Après, je sais pas si c'est bien. La vérité. Moi, je sais pas si c'est bien. Moi, je suis pas trop pour les suites de 15 ans après. Voilà, ouais. C'est comme Bad Boy. Bad Boy 1, 2, khlas, fallait arrêter. Là, 3, 4, c'est bon, les frères. Ouais, là, ils ont abusé. J'ai même pas vu le dernier, parce qu'à un moment donné, les mecs, ils ont. Ouais, c'est. La part de gosses et tout, frère, c'est bon. C'est plus pareil, exactement. Parlons un petit peu de séries. Est-ce que tu mates un peu des séries, toi? Ouais. Avant, j'étais pas trop série, à part les gros Game of Thrones et tout, mais après, avec ma femme, on s'est vraiment mis en mode série. Okay. On s'est fait des listes et on regarde. T'as des petits kiffs, c'est quoi les petits kiffs que t'as vus récemment, les petites séries? Alors, avec ma femme, notre coup de cœur qu'on a eu, c'est Good Doctor. Good Doctor, ok. J'étais comme ça dans Good Doctor. En plus, on regardait Good Doctor pendant que ma femme était enceinte. Donc, et moi, j'étais là, putain, tu dis. Et tu vois, ma mère, c'est là. Et là, quand on a eu ma deuxième fille, et des fois, je fais des trucs de trou du cul. Hein. T'as vu, c'est comme t'as eu le clip parlait de ci, mais ma mère, les trucs de coup. J'ai un Good Doctor en série qui m'a fracassé la tête. Game of Thrones, Good Doctor. Récemment, j'avais vu aussi, comment il s'appelle, putain New Amsterdam, pareil, c'est le milieu hospitalier. New Am. Et Mobland, là, waouh. Ah, j'ai pas encore. Waouh, avec Tom Hardy et tout là. Waouh. Pierce Brosnan, Tom Hardy. Waouh. Et je suis comme ça là. Waouh, j'attends la saison 2 là. Waouh. À ce point-là. Ah ouais. Là, c'est. Ouais, j'ai eu que des bons retours de cette série. Il y a du niveau maintenant dans les séries, frère. C'est du cinéma. Ah, c'est là. Je vois, par exemple, là, on a fini la saison 2 de la cage là. Ouais. Pareil, il a step up de barjo. Il a step up de ouf. Il y a un step de fou. Et puis en plus, quand ça fonctionne, t'as plus de moyens, t'as plus de budget, on te donne plus la possibilité de faire des choses encore plus grandes. Quoi, mais là, je me rends compte que l'ère des plateformes, du stream, tout ça, là, ça a mis un coup au cinéma, tu vois, parce que dans le sens où il y a des gros budgets pour des plateformes de stream, tu vois. Quand tu vois les séries comme Mobland ou des films qui sortent sur les plateformes de stream, elles sont incroyables. Il y a le niveau, frère.
limite, tu dis, je n'ai plus besoin d'aller au cinéma, en fait. Bah, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. C'est dommage. Ah ouais, mais c'est ça, effectivement. Je pense que c'est aussi le but de se dire, les gens, on leur fournit tout à la maison, ils restent chez eux et eux, ils font leur heureusement qu'on a en 2026 Michael Jackson qui va sortir, le biopic. Ah oui. Ça va nous forcer à aller au cinéma, tu vois. T'as hâte ou pas? Mais je suis hâte de fou, frère. Ouais, Michael Jackson. Oui et non. Ok. Oui, parce que j'ai peur qu'il. C'est une légende. C'est une légende, donc t'as pas envie de salir la légende. Ouais. Mais non, parce qu'ils sont bien entourés, parce que c'est le Jackson 5 Production. Et ils sont associés avec le gars qui a fait Bohemian Rhapsody. Ah oui, c'est vrai, donc, j'ai vu ça. Quand tu vas à Bohemian Rhapsody, très bon film. Très bon film. Aussi, Même moi, j'ai kiffé, j'ai vu 2 fois au cinéma pour te dire. Pourtant, je suis pas trop pop rock, etc. Ouais. Mais j'avais kiffé. Et je me dis, les deux réunis, et surtout, Jafar Jackson, le fils de Jermaine Jackson qui joue le rôle de son oncle. Et j'ai vu, waouh, mais là, je suis comme ça. Quand j'ai vu le trailer sortir, là, il y a quelques jours maintenant, là, à l'heure où on enregistre, je me suis dit, la pression qu'il doit avoir. Parce que t'imagines, tout le monde attend ce biopic, ce film et tout, tu vois. Jafar, moi, je le suivais avant qu'il ait été pris pour le rôle. Ok. Avant, il avait commencé la musique, il a sorti 2-3 sons qui étaient pas mal. Il avait un Instagram et tout, je le follow. Et un jour, je vois plus rien, tout noir. Et j'entends des rumeurs de films, etc. Michael. Et un jour, il poste une photo de lui en train de danser devant un miroir, j'en répétais, habillé comme son oncle. Et il écrit très content d'incarner mon oncle dans le prochain film et tout. Et là, je dis merde. Tu vois. Bon. Mais il a mis un peu sa carrière de côté pour. Ah ouais, parce que là, il s'attaque à un truc de fou qui peut peut-être changer sa vie, mais positivement ou négativement. Mais à mon avis, il a dû être très très bien entouré. Et ils vont lisser le truc. Ils vont lisser le truc parce que c'est le King of Pop, c'est l'artiste qui a le plus vendu de CD au monde, c'est une icône. Tu peux pas toucher une icône comme ça, donc ils vont lisser, ils vont faire un truc pour que tout le monde est content. Ouais, je pense aussi. Je suis assez d'accord avec ça. Parlons un petit peu de ton actu. C'est quoi ton actu, Yanis là? Tu joues, tu vas bientôt tourner, t'as des trucs? Alors là, je viens de terminer un tournage à la cage. J'avais d'autres tournages qui devraient arriver pour 2026. Là, je suis en mode stand-up à fond. Donc, moi, quand je fais du cinéma, j'arrive pas trop à faire les deux en même temps. D'accord. Parce que quand tu allies ça avec la vie de famille aussi, c'est un peu compliqué. J'essaie de mettre un point d'honneur à ça, trouver de l'équilibre pour garder du temps pour chez moi. Parce que c'est important d'avoir sa petite bulle à soi, de pas trop rester dans ce monde où il n'y a que du stand-up, que du paraître ou que du... Voilà, c'est un peu fake, on va pas se mentir, hein, tu vois, c'est un monde fake un peu. Donc, il faut garder son petit jardin secret, il faut profiter de sa famille, de ses siens, de ses enfants. Donc, j'essaie de me caler dans l'emploi du temps quand même beaucoup de temps. Là, j'en profite pour le coup de rester chez moi, de profiter, aller au sport comme je veux, faire du vélo, etc. Et par contre, stand-up à mort. Voilà, stand-up, je joue beaucoup. Je rôde un nouveau spectacle, là. Je rôde un nouveau truc. Ça va chier, je vous le dis tout de suite. Trop bien. Je suis énervé. je vais sortir des... Tu vas rentrer sur le Tupac. Ouais, ma mère, je vais rentrer sur le Tupac, vous allez chier, vous allez voir. Et ouais, je prépare un nouveau spectacle. Donc, je tabasse dans les comédie clubs, là. J'essaie de jouer un peu partout à Lyon. Je vais descendre à Marseille aussi jouer, dans les comédie clubs. Je remonte aussi à Paris, mais je tourne un peu partout. Ouais. J'essaie de tourner un peu partout, me mettre en mode stand-up à balle, là. Yanis Kebab pour suivre tout ça. Génération. Et Génération, on oublie mes bordels de merde, on oublie. Génération, maintenant, je fais plus le 16-20, je fais 10-13, toute la matinale en France. 10-13, c'est ma voix. À 10h à 13h, vous allez voir. Venez délirer avec moi. Puis ouais, je m'éclate aussi sur Génération avec les chroniques, avec l'actu, avec les sons que je peux plugger, les chroniques old school, etc. Voilà, je me fais replay. C'est la course de récré, t'es à la maison. C'est à la maison. Ouais, moi, je suis à Lyon. Après, quand j'ai une petite routine le matin, te réveilles, déjeuner, t'emmènes la petite à l'école, tu prends ton vélo, tu vas là, tu fais ton émission, tu rentres à la maison, tu vas au sport, le soir, tu vas au stand-up. Ça, c'est réglé en fait. On arrive à trouver, grâce à Dieu, j'arrive à trouver un bon équilibre avec madame. C'est trop bien. C'est important. Franchement, la vie de ma mère, c'est. T'as raison. La tête de homme, c'est très important de trouver. En fait, c'est ça qui va te régler. Tu arrives à trouver un équilibre avec ta vie de famille, ton taf. Parce que c'est ma passion, mais c'est mon taf aussi. Tu vois. Bien sûr. Et moi, grâce à Dieu, j'ai une femme qui comprend ça. Tu vois. Elle comprend. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Des fois, c'est un peu le rush. Des fois, c'est un peu la merde. Mais elle comprend. Elle sait que c'est ma passion, mais c'est mon taf. Tu vois. Et elle joue le jeu à mort avec moi aussi. C'est indispensable. C'est indispensable parce que si t'as pas ça à côté de toi pour t'aider, frère, c'est chaud. Tu peux pas. La vérité, s'il n'y a pas cet équilibre à la maison, je peux pas faire du stand-up comme je veux le soir, aller jouer ou partir à Paris pour les tournages ou pour ci ou pour ça et laisser madame avec les gosses, tu vois. Heureusement que c'est un travail d'équipe, tu vois. Indirectement, c'est un travail d'équipe. Je suis peut-être moi seul. C'est peut-être moi qui est seul sur scène, mais il y a un travail d'équipe avec la famille aussi. Heureusement qu'il y a des grands-parents, tu vois, qui sont là pour aider aussi. Tu vois, c'est un travail d'équipe, la vérité. T'es seul sur scène. T'es seul sur scène. C'est parce que t'es accompagné que t'arrives. Parce que je suis bien entouré. Quand je suis pas sur scène, c'est parce que je suis bien entouré. J'ai une bonne équipe autour de moi. J'ai des bonnes personnes qui m'entourent, qui savent me conseiller pour mon choix. Par exemple, quand j'ai des choix à faire.
Sapin, voilà. Allô, Sapin, qu'est-ce que t'en penses? Sapin, il s'est jamais trompé. Okay. Sapin, il s'est jamais trompé. C'est vrai? La tête de Wam, s'il y en a bien un sur cette terre, il me regarde dans les yeux. Je le regarde, je l'ai compris ce qu'il veut dire. Okay. Et c'est le seul, il peut répondre pour moi quelqu'un. Je sais qu'il va dire. D'accord, mais combien de fois ça m'est arrivé? J'ai refusé des trucs. Et derrière, je comprenais pas. Quelques temps après, je comprenais. Okay. Il me regardait. Tu m'écoutes? Ouais, c'est bon, je t'ai compris. Ou madame aussi, tu vois. Elle est toujours là pour m'aiguiller. Attention, fais pas ci, fais pas ça. Je devais faire petite anecdote, je devais faire Comedy Class saison 2. Je devais le faire. Okay. Je devais le faire. Madame était enceinte et tout. Et elle m'a dit fais-le. Ils m'ont pris, tu fais partie de la team et tout. Je sais pas, je chantais un truc bizarre, tu vois. Okay. Sapin me disait je sais pas. Sapin me disait j'ai pas envie de te dire oui, mais j'ai pas envie de te dire non. Tu vois. Okay. Je sais pas. C'est la première fois qu'il est comme ça. Okay. Ma femme, elle me dit je sais pas. Ma femme attendait notre deuxième enfant. D'accord. Et moi, je vrillais. Et un jour, ma femme me regarde, elle me dit écoute, va pas te faire mal à la tête. Elle me dit si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Elle me dit moi, je te connais, tu vas faire de la merde là. Je mangeais avec mon père, je devais prendre le train à 18h. Mon père, il me regarde. Il me dit qu'est-ce que t'as? Je dis je dois partir à Paris. Il me dit c'est bizarre là. Il me regarde, il me dit oh, va pas faire de la merde. Toi, je te connais, si tu vas là-bas, après, tu vas faire n'importe quoi. Arrête, va pas te griller. Je dis je prends pas le train. J'appelle la prod, pète un câble. Comment tu viens pas au dernier moment? Non, je peux pas, je viens pas. Tu vois, je ne peux pas, je suis désolé. Et ben le dimanche d'après, ma femme elle a perdu les os. Le tournage c'était 2 semaines. Regarde. Mektoub. Des fois, faut pas. Le dimanche qui a suivi, ma femme a perdu les os. Ouais, tu vois. Regarde. Si j'aurais fait quoi? Je serais à Paris, j'aurais commencé le tournage, j'aurais plaqué. Bah je me serais barré en cours d'émission, j'aurais dit ciao, je me serais grillé avec tout le monde. Ah ouais, de fou. Voilà. Des fois, il faut s'écouter, il faut être bien entouré. Il y en a plein qui m'auraient dit mais vas-y, mais non, mais ça va être bien pour toi. Il y a 50 000 € à gagner, tu peux être. Mais après, tu dis attends. Et je t'ai dit, là où l'entourage c'est important. Ils m'ont tous dit, je sais pas. Ça me dit, mon père, ma femme m'a dit, écoute, quand je m'en dans les yeux, elle m'a dit, va pas te faire mal à la tête, commence pas à faire chier. Si tu vas pas, j'y vais pas. Ouais, tu vois. Mais important, mais comme tu dis, c'est indispensable. Travail d'équipe, frérot. Wallah, je te dis, dans ce milieu-là, je te jure que dans ce milieu-là, le travail d'équipe, c'est plus qu'important. L'entourage, sois bien entouré. C'est pas méchant ce que je veux dire. Il y a beaucoup de merde dans ce milieu. Il y a beaucoup de. Pas mauvaises personnes, mais beaucoup de faux, beaucoup de personnes qui sont avec toi parce que tu as fait ci ou tu as fait ça, ou parce que ça, ou parce que tu connais un tel ou ci ou ça. Et malheureusement, faut savoir c'est qui les vraies personnes. Pour ça, moi, j'ai pas d'attache avec les stand-uppers ou les comédiens. Ou c'est ça que on se connaît, on est potes, on est bien. Il y en a quelques-uns que je porte dans mon cœur, que j'aime beaucoup, des frérots à moi, tu vois, avec qui j'ai commencé le stand-up. Alors, pas la Grooverie, l'équipe de la Groove. Voilà, on a tous commencé au Graines de Star, on est des frérots, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, on a tous commencé au Graines de Star, on a commencé à jouer à la Grooverie aussi, ensemble, en ville, quand les autres cafés théâtres ne voulaient pas de stand-up, voilà. Et il y en a que je porte dans mon cœur, que j'aime, tu vois, qu'on s'appelle, ils prennent de mes nouvelles, je prends de leurs nouvelles. Mais les 3/4, c'est du faux. Tu vois. Donc, faux, c'est vrai, poteau. Faux sont, moi, mes vrais frérots, mes vrais amis, ils sont pas dans le stand-up. Moi, c'est quand je rentre, Sapin, il y a ce truc-là. Ils parlent même pas de ça avec moi, ils s'en pètent les coups de ma vie, tu vois. C'est bien, on va lâcher, on va boire un café, on va lâcher, on va regarder le match, il y a ci, il y a ça, on va gamelle là-bas. Là, tu retrouves, tu vois. C'est ça, t'es vrai. Et il faut pas tout mélanger. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à avoir 2 assiettes. J'ai mon assiette. J'avoue, il n'y a pas de problème, je vous aime bien, ça peut rester sain, ça peut être safe, on peut passer des bons moments ensemble. Mais elle est là, ma vraie assiette, tu vois. C'est pas à vous, ma gueule. Je comprends. C'est pas vous. Et justement, surtout dans le milieu du stand-up, où maintenant il y a beaucoup de monde, même à Paname, on le voit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui stagnent, justement parce que l'entourage, des fois, il n'est pas là, tu vois. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a plein de paramètres, tu vois. Mais moi, je le vois, je l'ai vu pour en côtoyer beaucoup, etc. Et des gens, des fois, à côté, ils pètent parce qu'il y en a qui bossent, ils ont un bon entourage, etc. L'autre, à côté, ils pètent pas autant parce que... Mon stand-up, pour moi, le stand-up, c'est, entre guillemets, un bon stand-upper, c'est un gars âgé. Un peu âgé. Pourquoi? Parce que pour moi, dans le stand-up que je fais, que je kiffe, faut vivre pour raconter des choses. Moi, je vais pas raconter des trucs que j'ai pas vécu, tu vois. Moi, je raconte ma vie, c'est du storytelling, c'est du stand-up. Bon, je suis baisé de stand-up américain, donc voilà, mes références. J'aime les stand-uppers français aussi, il y en a quelques-uns que j'aime, mais les 3/4, c'est les qu'un que je kiffe, moi. Toi, le stand-up français, il m'attire pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, il y en a des très bons même, ils sont très forts, tu vois. Comme si Jason Broker, c'est sorti parce que c'est un très bon stand-upper, tu vois. C'est un très, très, très bon stand-upper, Jason Broker. C'est un des meilleurs en France. Complètement, voilà, mais il y en a d'autres que j'aime moins. Ils font rire, mais j'aime moins, c'est moins ma vibes. Mais moi, pour moi, tu peux pas raconter
ta vie, raconter des trucs qui font gaulerie quand t'as 20 piges ou 21 piges. Tu vois, je sais pas, faut vivre, à moins que t'aies une vie trépidante, il se peut, tu vois, mais faut vivre, et pour vivre des choses incroyables, faut un entourage incroyable, on en revient à ça. Moi, j'étais frère, quand je parle du lycée Marcel Samba, j'étais putain d'anecdotes dans ma tête, mais je suis avec mes potes, mais mon pote Sapin, Ouyas, tous les jours, il nous arrive des conneries, à 35 balais bientôt, moi, il m'arrive des conneries tous les jours avec lui. Il n'y a pas un jour où on s'appelle pas, on rigole, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça m'a conforté dans le fait que je veux être stand-upper et je vais y arriver parce que mon entourage déjà il est avec moi. Mon père c'est un tu te pisses de avec lui, ma mère elle sort des faces de fou, ma femme c'est une tripanée, tu vois, mes frères c'est des sgeeks, tu vois, tu dis ma soeur Naval, tu te pètes un câble avec elle aussi, tu vois, j'ai un entourage qui est propice à ça, voilà, j'ai une famille, j'ai des refrains, c'est comme ça, on a toujours vécu dans la rigolade, dans la tête, donc ça peut que m'aider et pousser à faire ce que je fais, tu vois. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. On peut pas. Yanis, dis-moi, est-ce que tu aurais une reco et une non-reco à nous faire? Ça peut être culturel, ça peut être un plat, un lieu, un voyage, un conseil, ça peut être ce que tu veux, une recommandation et une non-recommandation. Recommandation. Alors, si je peux me permettre, on va parler bouffe un peu. Vas-y, avec grand plaisir. Il y a un snack à Vénissieux, ça c'est pour mes gars de Lyon, là. Un snack à Vénissieux que j'ai découvert. Il s'appelle Gourmet Avenue, dans le centre de Vénissieux. Okay. Gourmet Avenue. Et la vérité, il fait de ses casse-dalles, ma gueule. Des trucs gratinés et tout. Waouh. Par contre, prépare-toi. Hein. C'est du lourd. Ah ouais. C'est tout fait maison, c'est de la viande fraîche et tout. Et c'est incroyable. Là, franchement, recommandation de taré. Si t'es dans la région à Lyon, va à Vénissieux, Gourmet Avenue. La vérité, vas-y. Tu vas pas être déçu. Franchement, tu vas pas être déçu de ouf. Et c'est pas cher, c'est pas des trucs, je sais pas combien. C'est pas des trucs industriels où t'es pas dans une chaîne, tu vois. Okay. C'est un mec, il fait avec ses mains, il fait que, et c'est magnifiquement bon. Et nos recommandations, nos recommandations, va pas dans le centre-ville avec ta voiture, t'es dans la merde. Voilà, t'es dans la merde. Laisse tomber la voiture, c'est les travaux sa mère à Lyon. Je sais pas, ils sont en train de chercher quoi là, mais laisse tomber nos recommandations et je vais dire ça. Pour pas parler politique ou je sais pas quoi, on va rester dans comme ça. Hein, parce que... Même ça, c'est lié à la politique. Les centres-villes, c'est applicable dans toutes les villes. Hein. Ouais, c'est laisse tomber, frère. Là, mais là, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Heureusement que grâce à Laz, je fais du vélo, là, mon pote Laz. Merci à lui parce que sinon, vélo voiture, laisse tomber. Moi, je suis à Villeurbanne, c'est pareil, Villeurbanne, même combat. Mais laisse tomber, frère, laisse tomber. Quand je vais boxer, moi, des fois, cross-counter, je pars à 1 heure avant pour arriver à l'entraînement. 1 heure avant. C'est chaud. Laisse tomber, c'est n'importe quoi. Yanis, dernière petite séquence de ce podcast, j'ai toujours un petit cadeau à mon invité, mais juste là, je vais te le passer tout de suite. Bouge pas, tenez. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, putain. Merci. C'est la première fois qu'on m'offre un cadeau. Ah ouais, magnifique. Je te laisse l'ouvrir. Ah bah, je vais l'ouvrir tout de suite. Ah putain, magnifique. Franchement, je suis choqué. Première fois qu'on m'interviewe, on me donne un cadeau, frérot. Non, ça se passe comme ça dans Frappe. Oh là là. Alors là, putain, ma mère, il a taffé le sujet. Oh, c'est pas un podcast à la con, il a taffé le truc. Hop. Ah. Ouais, putain, voilà, t'es un tueur. La vie de ma mère, t'es un tueur. Regarde, il a taffé. Wallah, il a taffé. Il a taffé. C'est pas un mec qui vient t'interviewer pour faire des vues. Il a taffé. Funk Masters, Chalamar, The Whispered, Imagination, Grandmaster Flash, Furious. Oh là là, Frankie Smith. Bah ouais, frérot. BB&Q Band. Waouh. Fat Laris Band. Ah ouais. Positive Force. Frère, là. Ah là, ça va swinguer à la baise. Ça va swinguer sa mère à la baise. Incroyable. Merci beaucoup. Franchement, mon frère, merci beaucoup. Ça me touche de ouf. Dingue. Oh, dingue. Ah, franchement, bien. Et t'as vu, c'est ça que j'aime dans cette vibe. Exactement. C'est une vibe. Pourquoi je suis pas dans 80 la vie de ma mère? Je serais là-bas. Moi, je serais là-bas, j'aurais fait de la funk, j'aurais pas fait du stand-up. J'aurais été un Charles Funk avec un beat, une chemise ouverte. Et je roulerai en Cadillac sa mère. Oh, laisse tomber. Cette photo. Mais là, j'aurais Sapin, Yassine, moi, j'aurais Jamal, tout le monde aurait tous été là, tu vois. Putain, merci beaucoup, mon frère. Ça me touche de ouf, ma gueule. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Classic by the legend of funky music. Bah ouais, ma gueule. On finit toujours. C'est le 6-9, frérot. Bah ouais. On a commencé par la funk, on finit par la funk. Ce sera Paris, on m'aurait dit une boîte de chocolat. Voilà, on connaît les bails là. Bah oui, merci beaucoup, mon frère. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Yanis Kebab sur les réseaux, pour ceux qui veulent te suivre ton actualité, pour ceux qui veulent te voir sur scène à Lyon, n'hésitez pas, si tu vas jouer un petit peu partout aussi. Et avec puis, plaisir. Et la cage qui va sortir aussi. La cage aussi 2, 2026, 2026, la cage 2. Et je t'invite à mon spectacle quand tu veux. Dès qu'il y a les dates, là, mon frère, tu viens, t'es invité. T'auras 2 places, c'est grand plaisir. Merci à toi, Yanis. Merci à toi, mon frère. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.